là-dessus. Alors, je vous avais donné rendez-vous aujourd'hui. On devait parler d'un sujet que les gens ne parlent pas trop, ou quand les gens décident d'en parler, c'est pour se moquer. Alors, ce sujet n'est pas un sujet de moquerie, c'est un sujet vivant, palpable, que les gens traversent et qu'on fait mon de ne pas connaître, ou alors que nous, nous, de la communauté, nous avons transformé en sujet de moquerie. Et j'aimerais vraiment échanger avec toi là-dessus. Donc, voilà. Je vais... ce sujet... on va avoir un appel découvert tout à l'heure avec le grand Mike. Le grand Mike, c'est un grand frère dans la communauté ici à Montréal. Beaucoup de gens le connaissent. Et il m'a, en tout cas, plusieurs personnes qui me suivent savent qu'on a déjà échangé beaucoup avec lui en ligne par rapport à ce sujet. Et là, il veut s'ouvrir à nous. Et c'est des choses qui vont, n'est-ce pas, permettre d'éveiller les consciences et d'interpeller d'autres personnes sur ce sujet qui a l'air d'être rien, mais qui est vraiment un cas sérieux et sur lequel on devrait se pencher. J'appelle ici la dépression. Donc, on va parler sur la dépression avec le grand Mike. Voilà. Avec le grand Mike. Donc, voilà. Alors, sans plus tarder, je vais l'appeler. Je vais l'appeler et on va échanger là-dessus. Donc, alors... Alors, ouf, attends, je vais l'appeler là. Ok, on va échanger là-dessus. Attends. Là, c'est bon. Ok. C'est parti. À 50, on est déjà nombreux. Attends, non, je l'appelle plutôt normal. Je vais l'appeler normal. Grand Mike. Ne quittez pas. Ne quittez pas. Ne quittez pas. Je vais l'appeler vidéo, mais je vais l'appeler normal. Voilà. Alors. Là, je l'appelle. Et on va échanger sur le sujet ensemble. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir, grand Mike. Comment tu vas? Ah, bonsoir, ça va très bien. Ça va très bien, ouais, ça va très bien. Voilà. Et toi-même, ça va? Oui, je vais bien. En retard. Je m'excuse. Oui. Je travaille aussi aujourd'hui, donc j'ai dû me mettre en pause pour une période pour pouvoir, n'est-ce pas, répondre à cet appel découverte qui a été sollicité aussi par toi. Donc, voilà. Et là, je suis déjà en ligne. Je sais que tu as pu le constater et tout. Donc, voilà. Et on va essayer de, je sais pas, tu as déjà dit bonjour et te présenter. Puis, voilà, on va passer à l'acte, quoi. Ok, moi aussi, je dis bonjour aux spectateurs qui sont là en ligne. Et comme tu disais, c'est un sujet qui est un peu, on peut dire tabou dans notre, surtout communauté. Oui. Et les gens ont presque honte parfois. Mais c'est juste une maladie comme tout le reste. Exactement, une maladie. Une maladie comme tout le reste. Voilà. Et grand Mike a décidé de parler avec nous à ce sujet-là. Ah, ça nous fait vraiment plaisir aussi, Mike, les personnes aussi en ligne. Vraiment, on espère que tu vas essayer d'éclairer notre lanterne là-dessus. Le plaisir est partagé. Oh, merci beaucoup. Alors, on va passer aux questions, Mike. On va pas être très long pour ne pas les retenir longtemps. Déjà qu'on est en retard. Ok. Alors, ma première question. Alors, vous aussi qui êtes en ligne, on vous invite à interagir. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, à partager la vidéo, à partager dans des groupes, dans vos inbox et tout, sur vos statuts aussi, sur vos stories, c'est aussi important. Et à poser aussi des questions si vous voulez. On va avoir entre les questions un petit moment pour vous répondre. Donc, le grand Mike est là pour ça. Il a l'expérience dedans et il veut vraiment s'ouvrir à nous. Et c'est une grâce, c'est de valeur. Voilà, c'est de valeur.
Alors, depuis combien d'années tu te sens autre que maintenant, grand Mike? Je peux dire depuis que je suis conscient. Depuis que je suis conscient, ça c'est une longue journée pour moi dans ma vie. Ça vient très très tôt me rattraper. Je peux dire quand je suis conscient, quand je vérifie très bien, c'est quand j'ai l'âge de passage entre 5 et 6 ans. Ok. C'est là où je vois qu'il y a un changement, je vois qu'il y a un désaccord, un déséquilibre par rapport au monde que je dois vivre. Ok, donc c'est depuis l'enfance, depuis ta tendre enfance. Oui, depuis l'enfance. Ok, wow. Ok, donc c'est depuis l'enfance. Et les circonstances de ta vie qui t'ont poussé à ça, quand tu veux mettre, c'est-à-dire quand tu veux vraiment décrire ce qui t'a poussé dans cet état, que tu tombes vraiment en dépression, quelles sont les circonstances, à partir de 6 ans que tu as constaté, c'est exactement quoi qui t'a poussé à ça? Oui, c'est très simple, hein, c'est très simple. On parle même de ça dans les médias sociaux actuellement. Oui, On parle en français, je sais pas, on parle du bullying, l'intimidation, oui, l'intimidation. Moi, c'est l'intimidation. l'intimidation. Parce que je suis né, selon certains, pas le plus beau, comme ils auraient voulu. Ça, c'est ça. Ça veut dire que ça vient très simple. C'est des petits trucs très simples. Quand j'étais très petit, quand j'étais plus petit, j'avais un son prononcé. Ça veut dire que mon visage avait un son vraiment prononcé. Et puis, les gens n'ont pas fait attention à ce qu'ils pouvaient dire à un enfant de cet âge-là. D'où j'avais un surnom. Je ne sais pas si tu as vu au Cameroun, maintenant peut-être ça a changé. Il y avait des trains marchandises. Ah oui, les trains locomotives là. Oui, les trains locomotives qui transportaient les billes de bois. Oui. Et ces trains-là s'appelaient CC. Et donc, on me comparait à ce train. Wow. On me comparait à ce train. Donc, ça veut dire que j'étais appelé régulièrement à ce nom. Et ça m'a mis alors mon estime au plus bas, à cet âge-là. Et à partir de ce moment, je me sens inférieur. À partir de ce moment, je me sens laid même, mais inférieur à la société. Et j'essaie de faire le maximum pour résister à ça, mais ça me rattrape à tous les coups. D'où j'ai eu ce qu'on appelle, de toute mon enfance, j'ai eu ce genre de mépris envers moi. Non seulement c'était à l'école, et c'était dans ma propre famille. C'est ça. Donc, j'avais pas d'échappatoire. J'étais juste cet enfant qui était malheureux à l'intérieur. Wow. Un enfant devenu un train. Oui. Devenu un train. Et il vit dans une maison, mais il est la tête de CC, le train CC. Oui, c'était Wow. ça. Donc, c'est à partir, c'est de là que ça vient, Ce mal profond, quoi. oui, oui. Oh là là. C'est comme une humiliation. C'est-à-dire, tu te sens humilié. Tu te sens. Tu n'as pas besoin de vivre, en fait. Tu te dis, pourquoi je suis là si je suis un train? Je n'ai qu'à aller conduire des marchandises. Oui, ça a été très, très difficile. J'ai grandi avec ça et ça a affecté beaucoup dans ma vie où j'étais sur la défensive. Oui. À chaque instant. Donc je me place maintenant à la défensive et partout je voyais le mal partout. Ça veut dire que si tu pouvais me dire bonjour, je me demande pourquoi tu me dis bonjour. Si tu peux m'approcher pour récupérer quelque chose et puis pour que ça m'affecte après. Donc j'étais tout le temps, j'étais un enfant qui se bagarrait beaucoup, qui était tout le temps dans les problèmes. Donc tout ce qui tournait, j'étais là-dedans parce que avant, je me disais qu'avant qu'on m'attaque, il faut que j'attaque. Wow. Comme on dit souvent, la meilleure défense, c'est l'attaque. Ouais. Comme on dit souvent, la meilleure défense, c'est l'attaque. Oui, j'ai grandi comme ça jusqu'à là où c'était très profond. Et comme j'étais à l'attaque, même quand j'ai grandi que maintenant, tu vois, je suis à l'école, je suis un peu autonome, et ça m'affectait tellement que j'étais un enfant qui pouvait aussi déranger. Je restais dans mon coin, je ne mélangeais pas avec des gens,
Et à un moment donné, je crois que j'avais 11 ans, quand j'ai essayé de m'éliminer. Je n'avais que 11 ans. Wow. Et j'avais appris par rapport au sujet que je pouvais capter qu'en prenant certains comprimés, quelqu'un était mort parce qu'il avait pris certains comprimés de Nivaquine, quelqu'un était mort parce que j'étais fasciné à ça. Et un jour, je suis passé à l'acte moi-même. J'ai pris 60 comprimés, je me rappelle de ça comme hier. Wow. 11 ans. J'ai pris 60 comprimés de Nivaquine que j'ai écrasé parce que quand j'avais de ces nouvelles, de ce sujet, on disait que les gens ils avaient écrasé, comme ça on ne pouvait pas te sauver. On ne pouvait pas te sauver. Donc, quand c'est avalé en comprimé, on peut encore, mais quand c'est écrasé, on ne peut pas. Donc, je les avais écrasés et je les ai mis dans l'eau que j'ai bu. Et ça, c'était en Afrique, au Cameroun? C'est au Cameroun, oui, on parle du Cameroun. On habitait pas loin de... À l'époque, on habitait à côté du collège Chauvet. D'où j'ai pris cette affaire de Nivaquine, une soixantaine, c'était 60, j'ai bien compté ça. Et j'ai bu cette eau qui était terriblement amère. Après, je me suis renfermé dans la chambre, je savais que c'était mon dernier jour. Et j'ai attendu, et rien ne se passait. J'ai eu beaucoup de sueur, j'étais mouillé. Il n'y avait que de la sueur chez moi. Et finalement, je ne suis pas parti et j'avais plus de comprimés là pour ajouter. Mais les gens sont venus, je pense que le monde est venu du travail et tout. Je me demandais pourquoi j'étais enfermé. Je suis ressorti comme si rien n'était. Je n'en ai pas parlé. J'ai parlé de ça à mes parents, mais très tard, quand j'ai grandi, quand je suis... Donc, tu as digéré les médicaments sans que ça ne te cause de problème? Mais ça ne m'a pas causé rien à part la sueur que j'avais eue. C'est sûr que ça allait nettoyer même une maladie dans toi, en fait. Oui, à part cette sueur, j'ai rien eu du tout. J'ai eu de la sueur comme si quelqu'un qui a le palu. Oh. Et ce qui fait que peut-être, comme tu dis, ça a un peu aidé à ma santé. Oui. Parce que depuis cet âge-là, le seul problème de santé que j'ai, c'est ma santé mentale. Waouh, tu te rends compte? Donc, en voulant t'enlever la vie, parce qu'on t'a traité de CC locomotive, les noms qu'on aime traiter les gens en Afrique, et on est champion pour ça dans notre communauté, tu as plutôt arrangé, c'est-à-dire tu as plutôt nettoyé ton corps, et tu as vécu encore bien longtemps, parce que c'est à l'âge de 11 ans, il faut le dire. Waouh. Et personne n'a su que ça s'est passé. C'est à partir de quel moment que tu en parles à la famille? J'ai parlé de ça à la famille il n'y a pas longtemps, parce que j'avais celui qui était mon père. Il est décédé il y a 2 ans. Oui, j'étais au deuil, ça je me rappelle. Tu nous as fait un beau témoignage. Ouais. Oui, c'est en ce moment. Donc, 1 an avant, je suis parti au Cameroun, où je lui ai relaté ma vie. Il n'a pas compris pourquoi je suis parti de l'école tôt. Et il n'a jamais compris, parce que tout simplement, quand j'étais à l'école, il y avait toujours un problème qui me suivait. Je n'étais pas bête, j'étais quelqu'un de très intelligent même. Quand j'ai parti de l'école tôt. Je me rappelle quand je pars de l'école, il y a une prof qui me dit, tu es vraiment très intelligent, mais tu décides de quitter l'école. Mais quand tu auras fait ce que tu veux, retourne à l'école. Et c'est ça que j'ai fait. Donc, depuis que je l'en ai parlé, c'était pour la première fois que je lui parlais de ça. Que voici ce que j'ai vécu. Voici ma vie. Et un an après, il décède. Et 1 an après, il est parti. Wow. Et l'environnement, c'est-à-dire à partir du moment où tu as essayé de te ôter la vie et que ça n'a pas fonctionné, Dieu merci, nous on est contents de t'avoir là, et que ça n'a pas fonctionné, quel environnement tu évoluais? C'est-à-dire après, comment tu as... Est-ce qu'on t'appelait encore CC ou ce nom s'est transformé en autre chose ou bien à un moment il s'est estompé? Comment tu... Oui, en ce moment-là où quand je veux commettre cet acte, le nom même n'est plus là. Le nom n'est plus là. Mais sauf la blessure. Oui, sauf que la source, parce que parfois quand on tombe, on regarde là où on est tombé. On ne sait pas où c'est commencé. La source est là, mais d'autres choses ont engendré. Par exemple, je suis à l'école, parfois je ne suis pas là, j'étais toujours sur le nom des bavards, je suis brimé sur ce que je ne connais
connais même pas de ce qui s'est passé. Et mon nom est toujours là parce que j'étais grand et donc on me voyait partout. Donc, mon nom était tout le temps imprimé sur certaines affaires. Je ne savais pas d'où ça venait, mais j'étais là et c'était très difficile pour moi de me défendre. J'avais les parents qui étaient sévères, qui s'entendaient bien avec les professeurs. Donc, la seule façon de m'en sortir de là, c'était de partir. Et quand ça n'a pas réussi, le suicide, il faut l'appeler par le nom, quand ça n'a pas réussi, oui, le suicide, ouais. Ce que j'ai eu, c'est avoir le courage, 3 ans après, pour dire à mon père que je ne peux plus aller à l'école. Ouais. Mais parce que pendant toutes ces années-là, c'était le martyr pour moi. D'aller, de me retrouver dans des problèmes tout le temps, et lui qui ne me comprenait pas, qui croyait vraiment, qui écoutait ce que les professeurs lui disaient, et moi qui ne savais pas comment m'en sortir de ces explications. Donc j'ai trouvé que la seule échappatoire, c'était de partir. Et quand j'ai pas pu, j'ai trouvé le second plan, qui était de lui dire de prendre le courage. C'était quelqu'un de très très sévère, mais qui m'a aimé comme personne ne m'a jamais aimé. Et donc j'avais eu peur de lui dire très tôt que je ne voulais plus aller à l'école. Donc j'ai attendu ces 3, je crois 4 ans. J'ai attendu ces 4 ans. Donc à 15 ans. À 15 ans, pour lui dire que maintenant, il est temps, je ne veux plus aller à l'école. Wow. Et là, comment il a appréhendé ça? Est-ce que après tes journées, comment tu les passais? Est-ce qu'il y a eu d'autres blessures qui se sont rajoutées ou c'était toujours l'affaire de l'enfance qui a du coup continué comme ça? Je crois que ce qui a fait en sorte que je me suis fragilisé. Je me suis fragilisé dès l'enfance. Et cette fragilité a poursuivi toute ma vie. Ouais. Toute ma vie. Donc, ce qui fait que le moindre, je suis tout le temps en accueil. Je suis tout le temps aux accueils. Je suis tout le temps en train de chercher si. Donc c'est ça qui a engendré toute ma vie, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau du travail, à l'école. Cette fragilité est là. Ouais. Donc, maintenant moins. Ouais, donc, parce que tu peux contrôler. Oui, maintenant je peux contrôler, mais ça a été pendant un très très long moment. Wow. Donc, si, mettons, à 15 ans, quand tu quittes l'école et que tu commences à être à la maison, parce qu'en Afrique, j'imagine, c'est pas comme ici au Québec où à 14 ans, les gens travaillent. Si tu quittes l'école à 15 ans, on s'entend que tu vas être bien à la maison longtemp, là. Je ne suis pas resté à la maison, j'avais un choix. Quand je partais de l'école, j'ai un programme. J'ai un programme avec lui. Il m'a expliqué, il m'a dit, il s'est assis, il a respiré. C'était pour lui son échec personnel. C'est quelqu'un qui m'a vu être peut-être un avocat ou quelque chose. Il y avait les moyens pour ça, il y avait de l'argent pour ça, il y avait tout pour ça. J'ai eu une enfance très, très, très merveilleuse à ce côté-là. Donc, il ne manquait rien, je ne manquais de rien. Il y avait tout. Donc, je lui ai donné mon plan. Il m'a dit, maintenant que tu veux pas aller à l'école, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui ai dit, je voudrais faire le commerce, je voudrais aller en France, j'aimerais aller vivre en France et tout, et puis revenir, peut-être faire vendre les habits et tout. Et c'est ça qu'il m'a donné un fonds, un fonds de commerce. Donc, j'ai commencé à évoluer très tôt. Donc, tu es entré dans le monde, dans le domaine de la mode, en fait. Non, quand je quitte je ne tombe pas directement dans le monde de la mode, je tombe dans l'alimentation. Ceux qui étaient à l'époque pouvaient voir, j'étais comme le plus jeune homme d'affaires qu'il n'avait jamais vu. Et bon, il m'a demandé ce que je voulais faire, je lui ai dit, j'aimerais avoir une voiture et tout. Ce qu'il a fait, il me dit, ok, tu continues à aller à l'école jusqu'à la fin de l'année. Parce qu'on était en mi-chemin. Jusqu'à la fin de l'année, parce que lui, personnellement, je crois que ça lui faisait honte par rapport à ses amis et tout, qu'il vienne, qu'il me retrouve à la maison. Et il m'a mis à l'auto-école, j'ai eu le permis, il m'a acheté une voiture, et puis j'ai commencé à faire le commerce depuis un aiguille que je distribuais dans les hôtels, dans les supermarchés. Il y avait Supercam à ce moment-là où il y avait Monoprix, et puis il y avait pas mal d'hôtels là. Comme j'étais très jeune,
Quand j'entrais quelque part et que je me proposais, il y avait personne qui disait non. Ils étaient juste émerveillés par ce courage que je pouvais avoir à l'époque. Et donc, c'est comme ça. Et après, je monte maintenant après 2 ans, quelque chose comme ça. Donc, je commence à faire le commerce. Je commence à faire la ligne, comme on appelait. Lui, la ligne à l'époque. Mm. Wow. Et à partir de... As-tu pris le temps de consulter? Quand est-ce que tu as su que c'était de la dépression? Parce qu'au pays, c'était le rejet, c'était... mais à quel moment tu as su? J'ai su très tard que c'était la dépression. Parce que le mot, je ne l'avais jamais même entendu parler avant. C'est ça. Ce mot-là. Je savais juste que c'était mal. Mais c'est en France que j'ai découvert que c'était une maladie, que c'était la dépression. Et donc, j'ai cherché à savoir ce que c'est. À l'époque, je me suis fait ami avec des personnes, comme d'habitude, je vais avec des personnes qui sont plus habiles que moi. Donc, j'avais un ami médecin qui m'avait expliqué ce que c'était parce qu'il était psychiatre. Il était psychiatre, donc il m'a expliqué comment, c'est quoi. Yeah. Et il me donnait les symptômes et je me retrouvais là-dedans. À chaque symptôme qui disait, tu vois, la peur, par exemple, de la lumière de temps en temps, la peur du téléphone, une suspicion de voir les gens qui sont devant toi, alors qu'eux, ils me croient, mais ils ne te voient pas pareil. Mais toi, tu crois à quelque chose que tu les imprègnes et puis ça revient sur toi. Donc, il m'a fait tous ces trucs-là. Et de temps en temps, il me donnait quelques médicaments. Il me dit, si tu n'arrives pas à dormir, tu peux avoir ça. Mais je n'avais pas vraiment consulté. Je consulte un peu tard, quand je quitte la France, et puis je vis en Angleterre. Et en Angleterre, j'avais aussi beaucoup de problèmes d'anxiété, où j'ai consulté. Et de là, j'ai eu de la médication. Et à un moment donné, j'ai aussi arrêté. Je ne peux pas me rappeler sur quelles circonstances, j'ai juste arrêté. Et j'ai continué ma vie jusqu'à venir au Canada. Et au Canada, que je consulte encore à nouveau. Et là, je suis suivi pendant 3 ans intenses. Intense, ok. Intense. Quand je dis intense, ça dit que 4 à 5 fois par semaine. J'avais le week-end que je devais rester tranquille, mais parfois même ce week-end-là, il fallait que je consulte. Donc, j'avais un psychiatre et un psychologue. C'est deux. Pendant 3 ans intenses. Donc, j'ai suivi le traitement. Et à un moment donné, j'ai juste réfléchi autrement. Ça veut dire que je trouvais que le traitement était très fort pour moi. Et à chaque moment où je me plaignais que c'était fort, on augmentait la dose. Donc c'était encore plus fort. Après, j'ai commencé à être confus. Et j'ai fait d'autres recherches aussi. Et là, je suis tombé dans une émission une fois, il y a quelqu'un qui vivait la dépression. Et toute sa vie. Et il expliquait comment il le vit. Et que c'est quelque chose que pour lui, il considère que ça va pas guérir, mais qu'il faut que c'est lui qui apprenne. Oui, le travail, c'est soi, c'est toi-même qui dois faire le travail. Le travail. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de quitter le médicament. Et c'était pas facile, surtout pour les médecins, c'était pas facile pour eux. Le psychiatre n'a pas été compliqué, mais le psychologue, c'était pas facile à faire. Mais j'avais pris ma décision et puis je suis parti. Et puis ça date maintenant quelque chose comme 8 ans, 8 à 9 ans. Que je n'ai pas pris un cachet. Wow. C'est-à-dire que tu apprends à vivre avec, en fait. Oui. Ça fait partie de ma vie. Ok. Bon. Ça fait partie de ma vie. C'est comme mon œil, c'est comme mes pieds. Pour moi, c'est ça. Comme quelqu'un qui fait de l'hypertension, comme quelqu'un qui fait le diabète. Oui. Exactement.
Et quand tu regardes, comment était ton comportement vis-à-vis des personnes extérieures qui t'entourent? C'est-à-dire que, est-ce que tu peux compter 5 à 10 personnes qui t'entourent en ce moment et avec qui tu parles, au niveau de la communication en fait, est-ce que tu t'es refermé et éloigné de tout le monde ou est-ce que tu as quand même un cocon où tu n'as pas personne du tout? Au niveau des gens, comment tu fonctionnes, ton quotidien en fait? Oui, mon quotidien, je peux dire, je connais beaucoup de monde. Ouais. Je suis connu, mais j'ai très peu. J'ai très peu de monde avec moi. C'est-à-dire que je connais les gens sans, en toute fois que je les laisse rentrer dans mon champ magnétique. Donc, comment est-ce que je communique avec quelqu'un? Je peux dire que je peux avoir peut-être pas plus de deux ou trois personnes. Que je peux franchement m'ouvrir et leur parler que voici maintenant je vais mal. Donc, mais je confie pas ça à quelqu'un. Peut-être que moi je suis beaucoup plus coriace pour le vivre ainsi. Parce que c'est parfois bon de changer. C'est pour ça qu'on dit toujours 5 à 10. Parce une personne doit avoir, quand c'est petit, c'est 5. Quand c'est beaucoup, c'est 10. Voire même plus. Il y en a qui sont tellement populaires qu'ils s'ouvrent à tout le monde et tout. Mais si tu as déjà 2, c'est pas pire. C'est déjà ça. Parce qu'il y en a qui n'ont personne, qui se referment. Qu'est-ce qui m'a fait ne pas vouloir avoir beaucoup de monde? Parce que l'amitié a changé. Ouais. Au fil des années. L'amitié a changé. J'ai des amis d'enfance, comme on nous disait souvent qu'il faut faire ses amis quand on est vraiment petit. Ouais. Ils ne sont pas ici, ils sont en Europe très souvent. Donc c'est du monde que je suis sûr que l'on se sépare quand l'un de nous ferme l'œil. Donc maintenant, il y a ces amis qui sont actuels. Des amis qu'on rencontre suite aux réseaux sociaux, suite à une soirée. Tout à fait. Que très souvent, c'est la plupart, c'est les colporteurs. Donc, ça veut dire que quelqu'un que je vais faire entrer dans ma vie, lui entrer dans ma vie pour une récupération des données. Pour ensuite pouvoir les utiliser plus tard. C'est pas que j'ai quelque chose à cacher, mais sauf que je vois que ça ne sert à rien. Donc c'est pour ça que je me suis refermé. Donc avant j'ai été ouvert au monde et tout, mais c'est pas qu'il m'est arrivé quelque chose, mais je vois le comportement actuel du monde extérieur, comment les gens se comportent actuellement. Ça ne m'inspire pas de m'ouvrir au monde. Donc tout ce que je fais, c'est que j'essaie de faire le maximum de moi-même, à parler à moi-même, surtout. Exactement. Parce que quand je suis seul, je parle à moi. Tu vois, je me dis que ta vie n'est pas aussi mauvaise que tu penses. Ta vie n'est pas aussi mauvaise que tu penses. Voici ce que tu peux faire. Voici ce que tu peux vouloir faire. Est-ce que c'est possible? C'est que je pourrais confier à un ou une amie. Mais on sait maintenant comment ça se passe avec l'amitié. Donc l'amitié n'existe plus. Presque, L'amitié n'existe plus. C'est ça. Donc c'est pas... Et c'est un sujet que beaucoup de gens ne connaissent pas. Ça veut dire qu'on sait que c'est là dehors, mais les gens ne l'étudient pas pour comprendre ce que c'est. Ce que c'est, voilà. Surtout que, parce qu'il faut retenir, les personnes qui viennent d'entrer dans le direct, c'est vrai quand c'est un direct comme ça, on n'a pas beaucoup de gens, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est que le message passe pour les peu de gens qui nous écoutent. Et vraiment, c'est une maladie. Ça dit, tu as l'air, comme on dit, quelqu'un qui a l'air bien portant et un malade qui s'ignore. C'est une maladie tout comme le sida, tout comme l'hypertension, le diabète, tout comme le cancer. C'est une maladie. Il faut que vous sachiez. Et c'est même, elle est encore même plus comment dire, oui, c'est ça, exactement. Parce que c'est invraisemblable. Tu vois, quelqu'un, il a l'air debout, correct devant, mais à l'intérieur, il est jamais, quoi. Il est légume. Parce que soit les gens lui ont fait croire ça, soit les gens lui ont collé une étiquette qui n'était pas la tienne. Et comme il est incompris, il se bat pour blanchir ça. Et ça peut plus arriver, ça se colporte. Et ça devient je sais pas moi, une rumeur ou je sais pas quoi. Et il vit avec. Il va devoir vivre avec, il va devoir assumer.
Tu vois, il va devoir assumer ça. Quand ce genre de vidéo arrive, il y a une qui écrit là, partager. Ça va pas être partagé, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est que les peu de gens qui sont là, qui comprennent que c'est vraiment important qu'on s'arrête là-dessus. Et en Afrique, c'est grave. En Afrique, Grand Mike, je sais pas, tu conviens avec moi, c'est grave. C'est très grave sur ce problème-là. Regarde, depuis 5 ans, depuis la tendre enfance, 5 à 6 ans, que tu as porté quelque chose qui est resté avec toi toute ta vie. Tu te rends compte? À cause du rejet de la famille. C'est-à-dire que ta famille te part une étiquette ou un rejet. Ça peut être n'importe quel genre de rejet. Ça peut être même la maltraitance. Ça peut être je sais pas quoi. Et tu le portes toute ta vie. Et regarde les séquelles. Ce que tu as consulté, tu n'as pas consulté, tu as fait 8 ans, t'as pas fait, tu t'es arrêté. Maintenant, tu as pris ça comme ton steak que tu manges le matin, comme ton petit déjeuner, comme ta crème que tu te bois avec, comme ton eau que tu bois. C'est devenu comme ça en fait. Oui, vois, et donc, puis, et ça affecte tellement que oui, ça affecte. Ça affecte tellement à un niveau où parfois c'est difficile de s'en rendre compte, même soi-même. Donc ça veut dire que comme on dit, tu vois, c'est une période à l'âge de 5 ans, mais qui me poursuit, je crois qui va me poursuivre toute ma vie. Toute ta vie, voilà. Oui, toute ma vie. Et ce qui fait, parfois, bon, dans notre communauté, les gens ne vont pas comprendre. Parce que moi, j'ai eu du monde, parfois les gens me demandent, mais comment est-ce que tu as vécu ça? Comment est-ce que tu fais? Bon, comment j'ai vécu ça? Parfois, j'ai essayé de m'occuper au maximum. En allant au travail, en retournant à l'école, en ayant deux boulots, tu t'étouffes. Bon, après, j'ai eu du monde qui m'ont demandé, pourquoi tu déprimes? Jusqu'à quel niveau ils ne comprennent même pas. Pourquoi tu déprimes? Tu as la maison, tu as le travail, tu as la santé, pourquoi tu déprimes? Alors, c'est tout ça. Même quand tu as fini d'accomplir tout ce que toi tu as rêvé, c'est encore pire. Exactement. Parce que tu n'as plus de challenge. Voilà, tu n'as plus de challenge. Ça, c'est encore même pire parce que tu te dis, maintenant, qu'est-ce que je fais? On dirait que, oui, on dirait que tu as atteint comment on appelle, tu as atteint le fait, là, tu es rempli et puis tu te demandes, qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que là, tu sais, il n'y a plus d'enjeu. Il n'y a plus d'enjeu. Parce que tu voulais la maison, tu as la maison. Tu voulais le mari, tu as le mari. Tu voulais les enfants, tu as les enfants. Tu voulais la femme. La femme, tu en as. Maintenant, tu fais quoi? Maintenant, tu fais quoi? C'est vrai. Surtout que, pour mettre de l'eau à ton vin, il y a Wessé qui dit aussi un truc très important. Je pense à un moment de la vie de tout un chacun, la dépression survint. Certains surmontent, d'autres non. Je suis d'accord avec toi sur ce point aussi, ma belle. Parce que, en fait, la dépression, si vous remarquez, ou bien ce genre de choses, ça arrive aux personnes fortes. Les personnes fortes sont des personnes qui prennent des choses sur elles. Elles prennent tellement de choses sur elles, elles strugglent avec, que le jour qu'elles n'est juste plus capable, ça lâche une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire que ça arrive, tu vas voir quelqu'un, il fait ci, il fait ça, il fait ci. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui font plusieurs choses à la fois. Parce que quand il n'y a plus d'enjeu, tu t'ennuies, tu te tournes les pouces. Et quand tu te tournes les pouces, tu grinces tes dents. Quand tu grinces tes dents, tu replonges dans ton truc parce que tu te dis, ben finalement, à quoi? C'est pour ça que vous allez voir, il y a des personnes polyvalentes qui font tellement de choses. C'est-à-dire, elle se fait ceci, elle se va faire ceci, elle se va faire cela. Parce qu'il faut qu'elles meublent. C'est des personnes qu'une chose ne les suffit pas en fait. Mais quand tu vas faire comme ça, ce sera encore un sujet de moquerie parce qu'on m'a dit, tu veux tout faire, tu veux être partout. Mais si ton temps te le permet, ben vas-y, fais-le. C'est toi qui utilises ton temps. Il y a d'autres qui sont assis, ils sont juste paresseux, ils font rien, mais ils préfèrent que toi aussi tu restes paresseux. Donc ça, c'est encore un autre point, vous voyez. Donc, vraiment, Grand Mike, ce que tu dis, c'est très pertinent et j'espère que ça va éveiller les consciences des gens. Parce que les gens disent, pourquoi tu déprimes? Pourquoi tu es malade? Est-ce que tu peux demander à quelqu'un pourquoi tu es malade? Tu ne peux pas demander à quelqu'un pourquoi tu es malade parce que la maladie, c'est la maladie. Ça vient. Les gens ne comprennent pas, les gens ne comprennent pas du tout. La communauté africaine surtout. À part ceux qui sont dans le corps médical même. Je crois qu'il faut juste rencontrer ceux qui sont dans le corps médical et qui vont un peu comprendre. Mais la dépression n'est pas comprise dans le milieu africain. Ils ne comprennent pas ce que c'est du tout. C'est que tout être humain, Grand Mike, pour enchérir, déprime.
Mais c'est la capacité que tu as à passer au travers, à surmonter les motifs, les petits trucs qui sont venus heurter ta sensibilité et tout, qui te permet de faire la maladie ou de ne pas la faire. On est d'accord? Oui. Parce que si, par exemple, on t'insulte un nom et tu dis je m'en fous, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent là, je m'en fous, et que tu t'es vraiment foutu là, ça veut dire que ça a glissé. Comme ils peuvent aussi t'insulter, tu dis pourquoi ils m'ont insulté? Qu'est-ce que je leur ai fait? Est-ce que je suis alors comme ça? Et même si je suis comme ça, pourquoi je suis aussi sorti comme ça? Et ça devient des pourquoi, des pourquoi. C'est pour ça que l'âge, les mots, M-O-T-S, tue. Les mots M-O-T-S tuent. Et nous, en Afrique, on est champion de donner les mots. Oui. Regarde, une CC locomotive à l'âge de 5-6 ans t'a amené à prendre tes médicaments pour t'enlever la vie. Tu as promené maintenant parce qu'après dans la vie, même maintenant on a encore de chemin. On va encore rencontrer des frustrations, des choses. Mais dans le cursus, tu es déjà fragilisé. Et quand tu es fragilisé, un petit truc te fait replonger. Et si tu replonges, tu vas rester avec, tu vas être sur médication à vie des fois. Oui, Wow. effectivement. Et penses-tu que tu peux guérir? Penses-tu que tu peux en guérir? Que quelqu'un peut en guérir, penses-tu? Je crois que non. Je crois que non. Je crois pas que je peux... je pense pas qu'un jour je me lève et puis je dis je suis guéri de la dépression. Parce que je la vis tellement tous les jours que il n'y a pas eu une journée où je me suis levé et que j'aille au lit sans penser à quelque chose qui fait partie des symptômes. Ok. Ça veut dire que je vais t'expliquer un truc qui est tout à fait banal. Je crois qu'on a parlé de ça avant. Oui, tu m'as parlé. Je prends le métro tous les jours pour aller au travail. Il n'y a pas un jour où le métro s'approche où je n'ai pas pensé que je peux sauter au métro, comme on dit. Un jour. Ouais. Ça veut dire qu'à chaque fois que le métro s'approche, je vois mon image, je saute du métro. D'où je me concentre à ne pas faire ce geste. Et je prends le métro tous les jours. Wow. Donc c'est juste un oui, ce détail-là m'avait vraiment fendu le cœur. Ouais. C'est juste un des exemples. Et c'est pareil pour le bus. C'est pareil quand je traverse la route. Donc il y a une insécurité énorme que je dois me battre tous les jours que Dieu a créé. Pour te dire non, ne fais pas ça, Mike, ta vie est belle, tu dois rester, fonce, avance, c'est ça. C'est quelque chose que je sais, je ne peux pas guérir ça, mais est-ce que je peux vivre avec? Oui. Ouais. Ok. Oui, je peux vivre avec, j'ai appris à vivre avec, j'ai appris maintenant de contre-attaquer ces démons. Je peux les contre-attaquer, je sais quoi faire quand ça arrive. Parfois ça déborde. Ça déborde. Je crois qu'on a parlé encore il y a 2 ou 3 semaines. Oui. Ça avait débordé, j'étais là. C'est pas que ça te brusque, mais tu le sens venir, après tu négliges, après ça t'installe. Et là maintenant il faut chercher à s'en sortir de là. C'est là où tu peux déclarer que tu es malade. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, même ton subconscient te ramène un élément de ça. Ouais. Non, c'est ça. Mais que je vais guérir de ça, je ne pense pas. Je ne rêve pas qu'un jour je me lève comme ça et dis ah, je suis guéri. C'est pas comme la fièvre, tu fais du 39-40. Après, tu vas faire du 36. Tu es bon. C'est ça, exactement. Ou tu prends tes médicaments, ou quand tu as des migraines, tu prends de quoi après la migraine passe, ou tu bois de l'eau des fois. C'est pas la même chose, quoi. C'est ça. Bonjour, Marielle. Donc, voilà. Vous comprenez, hein, les followers, c'est quelque chose qu'on doit vraiment se pencher là-dessus parce que l'Afrique, en Afrique, on ne tient pas compte de ça et c'est très grave. C'est un grave fléau. Ça dépasse même le sida qu'on parle.
Je vous dis sincèrement. Ça dépasse. Ça dépasse le sida. Les gens, le monde ne fait pas attention à ça, mais ça dépasse. Ça dépasse. Parce que quand on a, par exemple, de nos jours, presque on ne meurt plus de HIV. C'est ça. L'autre jour à la télé, on ne meurt plus de ça. Les gens, c'est sûr que mentalement, ils ne vont pas bien, ceux qui ont une maladie pareille. Ils ne vont pas bien. Mais c'est quelque chose, la dépression est quelque chose qui te ronge au jour le jour. Au jour le jour. Ça veut dire qu'il faut être... Moi, j'ai eu des attaques que jusqu'à un moment donné, les médecins ne comprennent pas comment je n'ai pas été handicapé. Eux-mêmes ne comprennent pas. Parce que j'ai eu des attaques, par exemple, il y a une partie du corps complètement qui veut partir, mais après, je reviens et tout. Donc, je me souviens, on a eu une attaque il y a une couple d'années sur Facebook même, où tu nous as mis tout. J'étais très inquiète à l'époque. J'ai appelé Patricia, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas avec Mike là. Et tout, oui, je me souviens, c'était vraiment comme tu disais, c'était comme une espèce d'AVC, un côté paralysé et tout. Voilà. Je me rappelle. Et j'ai déjà eu ça, je crois, 3 fois. 3 fois que j'ai eu des coups comme ça, un peu durs. Mais on essaie de vivre avec. Et moi, pas que j'aime en parler, mais je préfère en parler. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent. Et il y a beaucoup de gens qui souffrent de la dépression. Que ce soit femme, homme, enfant, ou que il y a beaucoup de gens qui souffrent de la dépression. Mais qui prennent la dépression comme quelque chose de honteux. De honteux, voilà. Moi, c'est ça. Oui, c'est ça. Qui prend un médicament, il faut qu'il cache. Alors que les gens ont des maladies qui sont beaucoup plus pires. Plus pires. Oui, avec des séquelles encore pires, là, tu sais. Parce qu'un mal-être profond, c'est quelque chose... Parce que, tu sais, c'est comme... Moi, des personnes que j'accompagne, parce que j'accompagne souvent des gens qui sont vraiment au bord du suicide, comme toi, des fois, ça te passe à la tête. Et les personnes que j'accompagne, des fois, ils me disent du genre, et qu'est-ce qui arrive, c'est que le fait qu'ils parlent, le fait que tu prends peut-être 1 heure de temps pour écouter quelqu'un qui a te dit par rapport à ça, ça le soulage. C'est une forme de thérapie. Parce que, et s'il te plaît, quand la personne a fait la maladie, la dépression était arrivée sur le cadre du travail. C'est-à-dire qu'au niveau de mon travail, on me licencie, je déprime. Je craque, je déprime. Je suis plus capable. Mais c'est aller réveiller, parce que comme tu vois, tu nous as expliqué à 5, 6 ans, à 5, 7 ans, c'est arrivé. Après, tu as voulu te prendre tes pilules à 11 ans pour t'enlever la vie. Et toi, ça a plutôt nettoyé ton corps et t'arrangé bien jusqu'à maintenant, tu es top chef. D'abord, toi, tu es notre grand que quand on te voit, c'est seulement que tu es debout, le Jacques, le sport, le tout, le gabarit. Ça dit que même pas 1 kilo. Pourtant, tu manges tout, santé. Je veux dire, voilà quoi. Donc, ça a plutôt lavé tous les vous que ça vous l'a mis dans ton corps. Oui. La partie là. C'est pour ça, je peux... Je t'écoute, hein. Allô? Oui, allô? Oui, c'est pour ça que je peux donner par exemple un conseil. Si je ne suis pas un expert du tout à la maladie, mais je peux donner mon expérience personnelle. Et c'est important. Peut-être, ça peut marcher pour moi, peut-être ça ne va pas marcher pour quelqu'un d'autre. Exactement. Comment est-ce que je vis cette maladie qui fait partie de ma vie? Comment est-ce que je règle ça au jour le jour? C'est tout ce que je peux dire. Ça oui, les conseils, ouais. J'ai construit autour de moi les choses que j'aime. Les choses que j'aime, par exemple mon intérieur. Par exemple, à mes clés, il y a mon petit-fils. Quand je crois que ça ne va pas, si je regarde sa photo, il y a les petits détails qui peuvent te faire sauver la vie. Donc, ces petits détails-là, il ne faut pas les négliger. Donc, c'est comme ça que moi, je vis. Donc, ça peut être un bon repas que tu te lèves le matin, que tu te dis, ok, je vais me faire un bon repas aujourd'hui. C'est une petite thérapie pour toi. Ou bien, ça va juste te faire, tu vas te reposer. Moi, je suis quelqu'un qui ne se repose pas beaucoup. Donc, je ne suis pas du genre qui va se coucher et mettre long. Même quand ça ne va pas, je suis tout le temps actif. Donc, c'est tout ce que je peux donner comme conseil à quelqu'un qui souffre. Mais le mieux, c'est de se faire sortir. Ça veut dire, moi, par exemple, je n'ai pas des amis en tant que tel que je peux en parler, mais j'ai un groupe qui m'assiste. Ils sont ici à Montréal, ils sont de fois partout, ils s'appellent Lilo, qui me suivent. Donc, il y a des moments où ça n'a pas été vraiment que je me sens que si je reste encore seul,
dans les 1 heure qui suivent, je ne suis plus là. Mais tu peux commettre l'irréparable. Oui, je les appelle tout de suite et dans les 15 minutes, déjà pendant que je les appelle, il y a quelqu'un qui me retient jusqu'à ce que dans les 15 minutes, il y a quelqu'un qui vient me chercher. Donc parfois je reste avec eux 1 semaine, 2 semaines, et je continue ma vie normale, je vais à l'école, au travail, je reviens avec eux et ainsi de suite. Ils savent que je ne veux pas prendre les médicaments, mais ils ont une autre façon de faire sortir le grain que j'ai à l'intérieur. Exactement. Donc, et avec que tu peux t'ouvrir, parce que avec eux, je peux tout leur dire. Exactement. Je peux leur dire là où il y a mon mal. Et donc je suis sûr que je donne à un coffre-fort qui est fermé. Ouais. Ils sont professionnels. Et ils font leur travail. Comme il m'a dit, elle, c'est juste avec son psychiatre, elle parle. Parce que des fois, tu parles même avec la famille met ça dehors et tu te sens rejeté et insulté. Des fois, quelqu'un vient te voir, tu dis non, je prends des antidépresseurs, c'est ça qu'on utilise pour t'insulter. Pourtant, c'est quelque chose que tu as besoin. Parce que le challenge de la dépression aussi, c'est par exemple, quand tu es en famille et que la famille ne comprend pas ce que c'est. Mais tu dois le camoufler au maximum avec eux. Donc, tu dois les cacher au maximum. Parce que la vision que eux ils ont à moi n'est pas vraiment qui je suis. Par exemple, moi, je peux souffrir à l'intérieur pendant que je suis avec eux. Je suis obligé d'aller à leur sens. Il m'est arrivé à aller ici dans des soirées, tu me vois danser, bien habillé, très extravagant, toute la nuit. Et à l'époque, j'étais ici, là, ma fille, elle vient me déposer, on a rigolé. Quand elle me dépose, quand je ferme la porte, je suis en sanglots. Parce que je suis resté confiné là-dedans, à l'intérieur, toute la nuit. Il fallait que je fasse plaisir au monde. Alors que ce n'était pas moi, alors que je souffrais. Donc j'entre chez moi, quand je ferme la porte, je suis en pleurs. Et je peux passer toute la nuit comme ça. Et donc, si tu n'es pas fort, les gens vont voir quelqu'un qu'ils ont vu la nuit dernière et qu'on les appelle qui n'est plus là. Et qu'il est parti de lui-même, ils ne comprendront jamais. Ils vont se dire, mais il était bien, on voyait qu'il était bien, il avait tout et tout, mais il était vide à l'intérieur, il était vide. Oui, c'est ça la personne qui déprime. C'est ça le stigma qu'ils ont mis, qu'on a peur d'en parler, on a presque honte d'en parler, donc on continue au sens du mouvement que le monde projette. Alors qu'on ne devrait pas. Je pouvais être dans la soirée avec toi, si tu viens me voir, je te dis que je me sens, je ne suis pas bien. Qu'est-ce que tu as? Je te dis, je suis encore down. Là, tu comprends, mais personne ne s'attend à ça. C'est ça. Les gens s'attendent juste que quand ils te demandent comment tu vas, je vais très bien. C'est tout. C'est tout, voilà. On ne sait pas que tu peux... Tu dis à quelqu'un, tu vas, comment tu vas? Non, ça ne va pas. Ça n'intéresse plus, de un. De deux, ça les agace. Alors, pourquoi tu demandes alors à quelqu'un comment il va quand tu n'es pas prêt à avoir la réponse? Exactement. Et s'il dit que ça ne va pas, vas-tu prendre le temps de t'arrêter pour voir ce qui ne va pas, même si tu ne vas pas le résoudre? Parce qu'il y a des gens qui s'aiment tellement qu'ils n'ont pas le temps à accorder aux autres, hein? Un temps de qualité ou pour même rehausser, édifier, you know. I don't know. C'est vraiment profond ce que tu nous dis, grand Mike. Donc, c'est vraiment profond. C'est vraiment profond. Donc merci beaucoup de m'avoir donné ces paroles. Oui. Et puis, j'espère que ça va aider d'autres. Moi, je dis toujours, je suis comme un livre ouvert. C'est-à-dire que quand je ne serai plus là demain, j'aimerais qu'on se rappelle de moi comme ça. Exactement. On se rappelle de moi, de quelqu'un qui pouvait s'ouvrir. Exactement. Je peux juste partager ce qu'il y a. Ce qui peut aider les autres, surtout les plus jeunes qui viennent après nous, même ceux qui sont plus âgés, même qui ont besoin des renseignements, je suis ouvert à ça. Et merci surtout à toi d'avoir le courage d'en parler. Oui.
Oui. Mais J'en si parle. j'en parle. Oui, parce que j'en parle, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le vivent. Et le mal-être profond, pour l'avoir vécu, je sais que tu peux être assise dans une place, les gens te regardent, ils t'envient, mais ils savent pas à l'intérieur de toi combien de fois t'es légume, quoi. Combien de fois t'es juste une feuille qui marche, quoi. T'es juste debout, mais t'es juste comme un automate, quoi. Combien de fois tu fais juste la chose pour amuser la galerie, mais dans le fond, comme tu expliques, tu rentres de la fête, tu te mets à pleurer, quoi. Pourtant, tu viens de faire la fête, on t'a vu danser. Et si le matin, on appelle, on dit Mike n'est plus, on dit, mais il dansait, non? Mais tu sais pas à l'intérieur comment le gars, il dansait, mais à l'intérieur, il était un petit légume, quoi. On a abîmé sa santé psychologique, on l'a anéanti, c'est comme, c'est pour ça que je te dis, les mots tuent. Les mots tuent. Et tu sais, si être sur la défensive, et si, c'est-à-dire parce que les gens vont toujours dire, pourquoi tu réponds, ou pourquoi tu agis, pourquoi, ignore. Mais t'es pas un caillou, t'es pas en fer, t'es humain. T'as une motte de chair ici qui bat, et le sang a la même couleur, quelle que soit l'origine. Donc, ça veut dire que la douleur, c'est tout le monde qui la vit de la même façon. Quand tu as mal, ça veut dire que tu as mal, point. C'est pas comme s'il y a deux genres de mal. Franchement, grand Mike, je suis contente. Merci déjà de me faire l'honneur de me permettre de partager avec mes étoiles de followers qui t'envoient les cœurs d'ailleurs. Et je ne sais pas si vous avez une ou deux questions avant que le grand Mike s'en va. Il est encore là pour quelques minutes avec nous. Bientôt, on va finir la vidéo parce que c'était une affaire, le direct, c'est une affaire d'1 heure de temps. Il nous reste 6 minutes. Donc, si vous avez des questions pour le grand Mike, n'hésitez pas, il peut vous répondre. Et voilà, donc son nom c'est Don Mike sur Facebook. Je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube, la Reine Mère Bio. Et sur ma page, La Galactique PDG. Et vraiment, Mike, c'est vraiment beaucoup d'honneur que tu me donnes de permettre aux followers de savoir qu'il y a quelque chose, il y a un grand mal qui dépasse le sida, qui dépasse même le cancer, qui est la dépression en fait. Et que les gens n'en parlent pas. Pour eux, c'est une maladie de fou, quoi. Pour eux, c'est quelque chose de personne qui est folle. Pourtant, ça n'a même pas rapport avec la folie, en fait. C'est encore bien pire que la folie. Parce que la folie, tu sais que on t'attache, on te maîtrise, on te donne les médicaments, puis tu te calmes, on t'injecte un truc, ça va. Mais la dépression, c'est des dents. Imagine tous les temps que tu prends le métro, ta tête te dit de sauter sur le métro. C'est quelque chose qui est récurrent, quoi. C'est quelque chose qui est récurrent. L'enlever, le guérir, c'est pas facile. Parce qu'il faut retourner à la race, à la brèche. Il faut retourner à l'endroit où le mal est fait. Il faut voir les personnes. Parce que j'ai une personne que j'accompagne, que j'ai vraiment demandé de le faire. Et elle a fait cet exercice, ça a fonctionné. Tu retournes à la case de départ. Tu revois les personnes qui t'ont offensé. Quand je dis les personnes, ceux qui sont encore là, parce que si c'est depuis l'enfance, il y en a qui sont décédés, il y en a que ça pouvait même être des tantes. Il y a des tantes et des oncles qui sont grands et qui collent un truc sur un petit enfant comme ça. Le pauvre, il marche avec toute sa vie. Quand il voit l'oncle là, il est comme le martyr. C'est comme si l'oncle est comme la mort pour lui, la peste. Celui qui est venu le finir debout. Tu retournes lui dire. Parce que cette personne, quand elle sait qu'elle t'a fait ce mal-là, elle commence à, même si elle est dure, comme elle dit, ah, c'était ce mal, parce que chez nous, on aime dire, ah, dis donc, ah, mais dans sa tête, elle va dire, hey, donc j'avais vraiment blessé cet enfant jusqu'à ce point. Et peut-être c'est comme ça que tranquillement dans la société, les gens vont apprendre à dire des choses aux autres. Apprendre à donner un message. C'est-à-dire que même si tu remarques que quelqu'un ressemble à quelque chose, il faut utiliser les bons mots pour le lui dire. Tu ne peux pas dire qu'un être humain est un animal. Tu ne peux pas dire qu'un être humain est un train, je ne sais même pas trop bien quoi. Un être humain, c'est un être humain. Créé à l'image de Dieu, semblable à Dieu. Point final. Que sa tête soit petite, qu'elle soit pas petite, que son corps soit ceci. Rien à foutre, c'est un être humain. Point final. Mais ça, c'est dur en Afrique. C'est dommage. Et sur les réseaux sociaux, grand Mike, comment tu trouves sur les réseaux sociaux le comportement des injures, des harcèlements, de tout ça? Comment on blesse les gens avec des mots? Oui, les réseaux sociaux, ça c'est un autre débat. Ça c'est un autre débat qui demande beaucoup d'éducation et puis beaucoup de... je crois qu'à un moment donné, je ne sais même pas si c'est possible, mais je crois qu'il faudrait que les gens comme nous, les aînés, il faudrait que de temps en temps, peut-être qu'on essaie d'intervenir, parce que ça devient, surtout la communauté camerounaise. Oui, c'est grave. Il paraît que d'autres communautés c'est pareil, mais comme je ne les connais pas, je ne peux pas en parler. Mais la communauté camerounaise aujourd'hui est représentée à
travers le monde, parce que les médias sociaux sont beaucoup plus efficaces que la télévision, par exemple. Exactement. Ils sont beaucoup plus efficaces. Donc, il faudrait qu'on fasse attention. Mais les jeunes actuels, même pas les jeunes, c'est ce qui est lamentable même. Parce que les jeunes ne sont pas là sur Facebook. C'est surtout les personnes mûres qui sont là-dedans et qui ne se connaissent pas et qui s'insultent de longueur de la journée et qui s'affichent de la longueur de la journée. Et ça, je suis un peu, je peux dire un peu déçu très souvent. Mais chaque chose a son temps. Exactement. Il y a eu les choses comme le choléra. À un moment donné, c'était fini. Il y a eu les choses comme la peste, la lèpre. Il y a eu la lèpre, c'était fini. Les médias sociaux, ça s'ouvre là parce que ça fait pas longtemps que ça existe, qu'on a donné la liberté de parole visuelle au monde. Donc, les gens qui sont nés, nous par exemple, toi tu as vécu en Europe, j'ai vécu en Europe, quand on était plus jeunes. Nous, on a connu le développement de tout ça. C'est commencé, nous on a commencé par les Minitel. La majorité ne connaissent même pas ce que c'est. Il y avait le Minitel, après les Bipop, après les ainsi de suite. Et ça maintenant, ça nous retrouve. Donc c'est pas étrange pour nous. Exactement. Mais il y a beaucoup de monde que c'est venu, ces choses-là les ont surpris. Moi je me rappelle quand on était petits, on nous disait que il y aura un moment où tu vas parler et voir quelqu'un dire Donc on croyait que c'était même pas possible. Mais aujourd'hui, c'est venu là. Au lieu qu'on utilise ça pour le bon sens. Parce que je serais très bien que j'ai du monde qui est à Paris, qui est à Londres ou aux États-Unis, mais je peux les voir. Je vois comment ils se développent, je vois comment on vieillit. Parce que c'est la grâce de vieillir. Donc, on voit comment est-ce qu'on se développe, comment est-ce que la maturité prend. Parce qu'on va voir ça direct. Mais non, les gens n'utilisent pas ça complètement. Ils sont en dehors de la plaque. Je crois que même le fondateur de ce Facebook n'avait pas imaginé ça comme ça. Donc, il n'avait pas imaginé ça comme ça. C'est un truc social, comme le mot dit. Donc, tu vois ton monde, vous dialoguez. Mais maintenant, c'est pas ça. Quand tu ouvres là maintenant, c'est des injures du 1er au 31, 24, 24. C'est ça. Et surtout, c'est les gens qui ne se connaissent pas, très souvent, qui ne se connaissent pas. Et les mots sont lourds, et les mots tuent. Les mots tuent. Moi, par exemple, je respecte quelque chose qui s'est passé quand j'avais 5 ans et qui me poursuit jusqu'aujourd'hui. Ça a perdu la confiance que je peux avoir au monde. Quand je suis avec les gens, et puis je disais ça l'autre jour dans un autre forum, où je disais, il y a même des gens qui ont trouvé ça un peu bizarre, si tu apprécies une partie du corps de moi, je quitte. Ah bon, hein? Oui, c'est-à-dire que j'ai eu même des partenaires qui apprécient une partie. Tu me dis, ah là là, j'aime par exemple tes pieds. C'est-à-dire que ça risque d'être notre dernier rendez-vous. Parce que justement, tellement on t'a dit que tout ce que tu avais sur toi n'était pas bien, que quand quelqu'un vient apprécier, tu penses qu'il se moque de toi en fait. Oui, donc je ne sais pas pourquoi tu choisis ça. Je ne sais pas si toi, si c'est le contraire, si tu veux me dire ou n'importe quoi. Donc je ne suis plus là. Tu vois, et pour la petite histoire, une fois, ça c'était un truc qu'on était un peu plus jeune, on nous racontait, une dame, elle sortait avec un Européen expatrié, elle était au pays, et les expatriés venaient souvent à Douala, et on dit que la dame, c'était une jeune fille, et elle sortait avec son expatrié, puis ils étaient retournés à la maison, ils étaient allés en boîte, et ils sont retournés à la maison, et arrivé à la maison, chez lui, il était aux toilettes, il faisait son numéro 2 correctement et tout, et elle est venue aux toilettes, elle a dit, ça sent bon, il a dit, Rabi, toi tu rentres chez toi. Et elle pensait qu'il blaguait, il était bien sérieux et il a chassé, quoi. Bon, elle disait ça sent bon pour faire comme si elle a idolâtré le monsieur, quoi. Mais lui, il a pris ça, parce qu'il a pris ça dans le sens propre que ça sent jamais bon, le numéro 2, là, tu sais, on s'entend, là. Donc, et il a dit, Rabi, toi, tu rentres chez toi. La fille était traumatisée, elle n'en revenait pas. Elle dit, mais je lui ai dit on dit que mais maman, lui ne connaît pas ça. Lui, il sait que ça sent pas bon. Lui-même dedans, ça lui sent. Donc, tu viens de dire que ça sent bon. Donc, c'est pour dire que, en fait, quand tu as déjà mis quelque chose dans ta tête et que quelqu'un vient, you know, surtout dans ton cas, je disais souvent ça pour rigoler, surtout dans ton cas, et quand tu as déjà mis ça dans ta tête et que quelqu'un vient pour essayer de, mais même si on dit ton nez est beau et tu sais que tout ton enfant là dit que ton nez est épaté, tu vas dire que mais elle veut se moquer de moi ou quoi? Dis donc, tu la floches. Parce que ce que moi j'ai
Ce que j'ai fait pour moi, pour suivre la journée, c'est de me plaire moi-même. Exactement. J'ai envoyé une photo dernièrement où je dis que je suis en amour avec moi-même. Oui, j'ai vu ça. Et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé ça. Ça veut dire que, par exemple, je peux m'habiller. Moi, si je dis que c'est bon, je m'en fous de... Exactement, tout ce que les gens, moi c'est ça que j'ai lu ça et j'ai aimé vraiment ce post de Grand Mike. Et aussi, c'est pour ça le concept genou love, ça fait déjà presque 5 ans que j'en parle. C'est-à-dire, parce que nous, on est né avec une forme de rejet ou une forme de marginalisation, une forme de manque d'amour, de vide en fait. Parce que nos parents, quand on était jeunes, ne pouvaient pas nous dire je t'aime. Et on ne recevait pas trop le j'aime. Donc moi, je mettais le genou love parce que je m'aime d'abord avant de t'aimer. Donc je t'aime bien, mais je m'aime d'abord. Donc comme je m'aime d'abord, donc je t'aime aussi. Mais par rapport, je commence d'abord par moi. Tu vois un peu? Donc c'est important. Parce que si tu ne t'aimes pas, ça veut dire que tu donnes à quelqu'un quelque chose qui n'est pas bien. Ça veut dire que, c'est-à-dire, si tu vas en mariage, une femme qui ne s'aime pas, elle se trouve pas belle, elle se trouve laide, moche, je sais pas moi quoi, et elle se donne en mariage, donc elle donne le mauvais. Donc ça veut dire que même son mari, là, elle l'aime pas, parce qu'elle qui est moche, elle se donne, quoi. Je sais pas si tu vois un peu comment je vais dire. Oui, je vois à 100%. Donc il faut s'aimer. Il y a un ami qui m'a appelé aujourd'hui pour me parler du post. Oui. Que j'avais posté, il me dit, c'est quoi ce post? Il me dit, tu blagues ou quoi? Je dis, je blague pas. Ça veut dire que je suis amoureux de moi. C'est comme tu peux être amoureux de quelqu'un, mais moi, je suis amoureux de moi. Ça veut dire que quand je me regarde comme ça, je te dis, tu vois, ce matin, par exemple, j'ai fait le masque, j'aime ma peau, j'aime qui je suis. Et par rapport à l'amour que j'ai à moi, je peux aimer quelqu'un d'autre. Et c'est ça. Exactement. Et si tu ne, et l'expérience a montré ça. C'est pour ça que les gens qui ont le mal, les gens qui foutent la merde. Excuse-moi les thèmes, hein, excusez-moi les thèmes. Hein, les gens qui foutent la merde, qui mélangent, qui malaxent tout. C'est des gens qui ont un mal-être profond. C'est des gens qui ne s'aiment pas. Quand tu ne t'aimes pas, tu ne peux que donner la merde. Parce que c'est ce qui est à l'intérieur. C'est-à-dire, tu es merde. Tu ne peux que donner la merde. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Si tu t'aimes, tu vas te venir, tout ce que tu vas faire, tu auras l'impression que tu es en train de faire à toi. Et parce que tu t'aimes, tu vas bien le faire, puisque tu te fais toujours ce qui est bien pour toi. On est d'accord? Voilà. Donc ça, vraiment, on va quitter sur cette note-là. J'aime bien cette fin-là. Ça dit que le plus, s'aimer, ça dit aimer les gens, c'est bien. S'aimer, c'est encore mieux, surtout quand on n'a que du bon à donner. Tu comprends? C'est-à-dire, je vous aime, mais je m'aime d'abord, plus que je ne vous aime. And guess what? Aimez-vous aussi, plus que vous ne m'aimez. Ainsi, comme on s'aime nous tous à l'intérieur de nous, on ne donnera que du bon, parce que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle, grand Mike. C'est ça. Oh, merci mon big, je suis trop contente. Oh, je remercie à ceux qui ont eu le courage de rester surtout. Parce que j'ai remarqué dans les médias sociaux, ce qui est intéressant, le monde ne reste pas là. Oui. Donc, le monde reste là. Si on était si on appelle quelqu'un là pour l'insulter, on va avoir même 1000 personnes. On a besoin d'une personne qui peut au moins comprendre quand il y a un message. C'est ça. Donc, on est très content. Envoyez les cœurs pour vous-même. Envoyez les cœurs pour vous-même qui êtes restés nous écouter. Merci. Vous qui êtes restés, je vous envoie les cœurs, mon cœur à moi. Merci. Donc, merci beaucoup. Merci d'écouter et puis assister à ceux qui sont autour de vous. Et comprendre. Quand vous voyez quelqu'un qui est retiré, ne lui demande pas est-ce que tu déprimes, mais essaie de comprendre ce qui exactement. Et d'écouter. Et il va s'ouvrir à vous. Et ne le juge pas. Si jamais il te dit qu'il est mal, ne le juge pas parce que c'est à l'intérieur de lui que ça se passe. Tu n'as aucune, comme les Québécois disent, aucune bon sens d'idée de qu'est-ce qu'il est en train de vivre à l'intérieur. C'est ça. C'est ça. Grand Mike, j'ai une petite fin là. Les numéros que tu nous comptes là, c'est le décompte de quoi? Les numéros que je compte, je vais te dire inbox. Ok, ma personne. Hey Dieu. Parce que quand je vois ça là, souvent mon cœur fait aussi un genre. Ok, mon big. Merci beaucoup. Mais c'est quelque chose de très positif. Ah, parfait. Amen. Bon, ça va. Ne me dis même plus, c'est bon. Parce que des fois, tu sais que... Des fois, je dis, Mike compte tous les jours là. Ok, c'est bon alors. Merci beaucoup.